Accusé de tous les maux par ses pairs, le coordonnateur au budget de la Commission électorale nationale autonome Sénat, destitué le 18 juillet dernier, est sorti ce jeudi 20 août 2015 de son mutisme. Lors d'un point de presse à Azalaï Hôtel de Cotonou, Freddy Moumbedi a dit sa part de vérité. À base d'un argumentaire clair et basé sur les tests réglementaires, il a démonté un à un les allégations de dépassement budgétaire tendant à justifier sa destitution. Selon lui, la cabale contre sa personne vient du fait qu'il est respectueux des tests. Freddy Moumbedi n'a donc pas caché son amertume et sa déception contre ce qu'il appelle voie de fait. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de son point de presse. Je pense que les Béninois ont besoin de savoir les tenants et les aboutissants de cette destitution, ses raisons, et de s'assurer que la vérité est dite et sûre. Le mardi, donc, 18 août dernier, à l'occasion d'une plénière destinée à examiner différents points à l'ordre du jour de la plénière, notamment l'état d'avancement, l'état d'exécution du budget des consultations électorales au titre de l'année 2015. À la suite de l'examen de ce rapport, si je puis dire, sur l'état d'exécution du budget, qui est un compte rendu qui permet la constatation des engagements faits, c'est-à-dire les contrats, en fait, la totalité des dépenses que nous avons engagées. Et il s'est révélé, non pas ce jour-là, nous savions tous qu'il y avait un dépassement, mais le montant du dépassement a été porté à la connaissance de la plénière ce jour-là. Surprise, parce que quand je vous dis surprise, le dépassement budgétaire, c'est un événement ordinaire, c'est un événement dans ce cas prévisible. Souvenez-vous que les conditions dans lesquelles nous avons, en accord avec le ministère des Finances, fixé le budget des consultations électorales pour la Sénat à un peu plus de 9 milliards. C'était un moment, souvenez-vous, où il y avait un conflit manifeste, qui risquait d'ailleurs de ébranler l'équilibre national entre le Costlady et le gouvernement. Nous avons été aux négociations avec un budget initial de 13 milliards. Le budget arrêté par la Commission électorale nationale autonome était un budget de plus de 13 milliards qui a été présenté au ministère des Finances. Les principes budgétaires, c'est quoi? Vous devez faire des prévisions budgétaires qui sont réalistes. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire je vais acheter la bouteille de Poussotomé là, mais vous devez en acheter 10. Vous mettez dans le budget que vous allez acheter ça à 10 francs. Pas possible. Il y a donc eu un budget qui était réaliste, qui était fixé à 13 milliards. Nous avons négocié avec le ministère des Finances, qui l'a ramené à 9 milliards et des poussières. Ce budget a été ramené à 9 milliards et donc nous avons commencé à l'exécuter. Mais l'exécution du budget, c'est quoi? Ce n'est pas un coordonnateur du budget qui reste dans son coin et qui fait les dépenses toute seule. Les dépassements, tous les dépassements qui interviennent sont autorisés. Il m'a été reproché par la plénière des dépassements. 3,6 milliards, ce sera un dépassement qui ne sera imputable. Je n'ai fait aucun dépassement de 3,6 milliards. Je n'ai pas pris 3,6 milliards pour mettre dans ma poche. Je ne me suis pas enrichi de 3,6 milliards. Un dépassement de 3,6 milliards, ça veut dire que les dépenses, les engagements que nous avons effectués ont dépassé de 3,6 milliards ce qui est prévu. Mais je ne l'ai pas fait seul. Chaque commande est faite avec l'autorisation du président de la Sénat, qui est coordonnateur du budget. Je signe, il signe. Je signe, il signe, le délégué du contrôleur financier signe. Donc, le dépassement, c'est un dépassement que nous avons consenti. Mieux, la plupart des dépassements réalisés ont été autorisés par la plénière. Par la plénière. Je ne vois pas en quoi
on peut dire, on peut imputer la responsabilité des dépassements à Maître Béji. C'est si vrai. C'est si vrai que lors de son point de presse ou lors d'une interview qu'il a accordée, je crois, à une radio de la place, le président Tiando a dit ceci. Ça fait longtemps que nous voulions le démissionner. Je crois que c'est que nous voulions le destituer, mais nous avons attendu la fin du processus électoral pour le faire. Ça ne peut donc pas être la constatation d'un dépassement de 3,6 milliards qui est à l'origine de la destitution. Ce n'est pas possible, puisque c'était prévu avant. Et eux prétendent avoir constaté le dépassement de 3,6 milliards. Dépassement de 3,6 milliards, la Sénat, la plénière, le bureau et le président y ont consenti. Il n'y a aucune commande que le coordinateur fait dans son coin. Quand il y a un bon de commande, je le signe, le président le signe, le délégué du contrôleur financier le signe. Lorsqu'il s'agit, parce que vous savez, la session des marchés, il y a des seuils. En dessous de 20 millions, c'est des bons de commande. Au-dessus, c'est la procédure de consultation. Et puis après, c'est appel d'offres. Appel d'offres ou gré à gré, il y a donc des paliers. Pour ce qui est des bons de commande, le président, en dessous de 20 millions, le président a signé tout. Pour ce qui est au-dessus de 20 millions jusqu'à 100 millions, je crois, ou 200 millions, le président également a signé. Il est signataire de tous les contrats, donc il connaît tous les prix. Je ne peux pas être responsable de dépassement. On a consenti. La plénière et le bureau ont consenti au dépassement. Mieux, même le ministre des Finances, que nous avions averti, parce que nous l'avons dit, ne peut pas réaliser ce budget. Il nous a dit, allez-y, et au fur et à mesure des dépassements, prévenez-moi. Nous avons fini le travail entre les législatives et les municipales. Nous avions déjà un dépassement de 2,8 milliards. Pourquoi déjà un dépassement de 2,8 milliards? Parce que si nous arrêtions au budget qui nous avait été alloué pour les législatives, si nous devions respecter ce budget-là, nous n'aurions pas fait les législatives. Et comme ça a dépassé, nous avons écrit au ministère des Finances, je vous produirai la lettre au besoin, en lui disant, voilà, on lui a adressé notre budget complémentaire. Il y a des mois. On lui a adressé notre budget complémentaire. Et à l'issue des élections locales, nous devons encore lui renvoyer le complément budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, cette conférence, il a pris connaissance, le ministre des Finances, de l'augmentation budgétaire que nous demandions par la décision que la plénière a prise. Mais il n'y a rien d'anormal, il n'y a aucune responsabilité à assumer seul pour un dépassement. Alors, la plénière dit, il y a dépassement budgétaire, nous considérons que vous êtes personnellement responsable. Je lui dis, ce n'est pas possible. Je n'ai rien fait seul. Les marchés publics, c'est-à-dire les marchés les plus élevés, c'est-à-dire ceux qui concernent des sommes qui dépassent 100 millions et qui concernent essentiellement les matériels électoraux et les bulletins uniques, ces contrats-là ont été signés par le coordinateur du budget et la personne responsable des marchés publics. Ils ont été signés par le directeur national des marchés publics. Ils ont été signés par le contrôleur financier. Ils ont été signés par le ministre des Finances. Excusez-moi. Je n'ai passé aucune commande seule. Et donc, s'il y a des dépassements, s'il y a des quantités en trop, c'est une responsabilité collective. À supposer que ce puisse être une responsabilité. Puisqu'on me dit donc, la plénière est souveraine. Elle a décidé qu'on achèterait, on a acheté. Alors on vous explique ensuite, en outre, il lui a reproché une gestion solitaire et opaque et non transparente. Et puis, on lui reproche aussi la défiance, refus d'exécuter les décisions de la plénière et refus je crois que c'est écrit là, refus d'exécuter les décisions de la plénière, refus de compte rendu au bureau et à la plénière. Alors, ça ne repose sur rien. Pour ce qui est de la gestion solitaire et transparente, on a affirmé ça c'est des mots. Et on vous a donné quelques exemples. On vous a dit, le bureau de la Sénat
a choisi 6 imprimeurs et a dit à Maître Moudeti, voilà les imprimeurs qui vont faire les bulletins uniques, vas-y, c'est à eux qu'il faut donner le marché. Messieurs, vous avez entendu le président dire ça, non? Je suis content qu'il l'ait dit. Et il a dit, qui plus est, qu'il m'a demandé de donner 2 imprimeurs et que j'ai dit que moi je ne connais pas d'imprimeur. Pourquoi? Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que la loi, le code des marchés publics, ne permet pas de donner un marché à qui vous voulez. Il y a des règles qui sont des règles d'équité, de transparence, d'égalité. Et la personne responsable des marchés publics doit veiller au respect de ces principes. Comment dire, je ne peux pas choisir un candidat et lui dire, voilà, c'est toi qui feras les bulletins uniques parce que tu me plais. Non. Mieux, la Commission électorale Commission électorale nationale autonome a institué en son sein une commission de passation de marché. C'est-à-dire que le coordonnateur ne décide de rien. Les personnes intéressées qui ont participé à la vie de manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qui ont répondu, qui disent nous, ça nous intéresse de faire des marchés à la Sénat, sont consultés, déposent un dossier de soumission. D'abord, un dossier de soumission est constitué, ensuite, déposent des soumissions, c'est-à-dire des offres. Et ces offres sont ouvertes en séance plénière dans une commission de passation des marchés qui est composée de membres du cabinet, du secrétariat de la PRMP, c'est-à-dire mon secrétariat, mais dans laquelle se trouve une personne désignée par chaque commissaire. Donc ce n'est pas une commission de passation des marchés opaque. Tiando a un représentant, Ladjo a un représentant, Boko a un représentant, Bossoua a un représentant, Fassinou a un représentant. C'est cette commission qui dépouille et qui attribue. La PRMP ensuite notifie l'attribution. C'est ce qui a été fait. Si j'avais choisi, j'aurais pris le risque. J'aurais pris le risque de violer la loi. Et voilà, messieurs, ce que je ne suis pas disposé à faire. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent défiance, et c'est ce qu'ils appellent gestion solidaire et non transparente. C'est la gestion solidaire et non transparente, ça. La gestion non transparente, ça aurait été de dire, ah, monsieur le président, tu as donné deux imprimeurs, ben voilà, les marchés donnent. C'est pas comme ça que ça se fait. Si vous faites comme ça, vous allez en prison. Je pense que ce qu'ils appellent défiance, c'est le souci que j'ai exprimé et l'attitude que j'ai toujours eue de tenter le meilleur que possible de respecter nos textes, de respecter la loi. Alors, on a donné encore d'autres exemples de défiance ou de refus d'exécuter les décisions du bureau. Je vous donnerai à l'occasion les relevés des tâches, parce qu'à chaque fois que la plénière se réunit et demande au coordinateur de faire quelque chose, on écrit ça dans un relevé des tâches. Il est demandé au CB de faire ceci, il est demandé au CB de faire cela. Vous ne trouverez jamais une demande qui a été faite dans le relevé des tâches qui n'est pas été exécutée. Alors, on vous a donné l'exemple du PNUD. Le PNUD, on vous a dit oui, il refuse de payer le PNUD. Enfin, il n'a payé le PNUD qu'il y a une semaine. Je ne sais même pas si le PNUD est payé. Alors, je vais opiner sur le cas du PNUD. Programme des Nations Unies pour le développement. Leurs attributions principales, c'est le développement. Donc, ils font de l'assistance et ils font parfois même des prestations de services. C'est-à-dire que la prestation de service est payant. Le PNUD a proposé à la Sénat de l'aider à faire l'acquisition du matériel, d'une partie du matériel électoral sensible à l'extérieur, notamment les scellés, l'encre indélébile et puis les cachets d'authentification et d'identification. La plénière a dit oui,
ordonner au président, autoriser le président à signer une convention avec le PTUD. Le président a signé une convention avec le PTUD et le PTUD a exécuté nos besoins. Le problème, c'est que nous avons une loi au Bénin. La loi dont j'ai parlé tout à l'heure, elle interdit de faire comme ça. Elle interdit de faire comme ça. Alors, quand le PTUD a fini d'exécuter, le PTUD a dit, bon, payez-moi. Alors le président m'a dit, paye, vous pouvez équiper une salle de presse pour nous, messieurs. À négocier, personne n'est tenu. On me dit de louer ça. Le locataire ne veut pas louer. Je n'ai pas trouvé de salle. En quoi c'est un refus d'exécuter? Ils sont dans l'impossibilité et de justifier de ma responsabilité pour les dépassements qu'ils invoquent et de justifier et de leur refus d'exécuter, de leur défiance. Quelle défiance? Quelle défiance? Je me contente de respecter la loi. Et je crois que c'est parce que je respecte la loi que je suis un empêcheur de tourner en rond et qu'ils ont décidé de me destituer. Mais mesdames, messieurs, cette destitution constitue une voie de fait. Cette destitution est une voie de fait parce que la loi ne permet pas de destituer un membre du bureau. Le règlement intérieur de la Sénat ne le permet pas non plus. Il permet tout au juste, si quelqu'un a commis un délit, de le poursuivre. Il permet, si quelqu'un a commis un délit, de le poursuivre, et rien d'autre. Et ce qui s'explique très bien. Alors, la Sénat a été mise en place dans un souci de lui donner une stabilité. On leur a donné un mandat de 7 ans. On a constitué un bureau dans lequel il doit y avoir un membre de la minorité, le magistrat, un membre de la majorité. Non seulement les motifs de la destitution sont faux, mensongers, de simples allégations, mais le principe même de la destitution m'apparaît une voie de fait. C'est illégal. C'est illégal et j'entends bien entendu contester par toutes les voies du droit cette décision. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais grosso modo.